J'accueille maintenant Stéphane Duchesne autour d'un retour sur une catastrophe sanitaire évitée, la cyberattaque du CHU. Bonjour à tous. Donc, effectivement, entre l'année dernière où on a parlé cybersécurité en disant qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait une cyberattaque sur les établissements de santé, et cette journée, il s'est passé effectivement un événement, c'est cyberattaque du CHU de La Réunion. Alors, des cyberattaques, comme dans tous les établissements, on en subit en permanence, du moins des tentatives de cyberattaque. Comme c'est une véritable économie au niveau mondial, la troisième économie mondiale, tout ce qui est cybermalveillance, eh bien, en permanence, tous les établissements subissent des tentatives scannées, savoir s'il y a des portes ouvertes, soit des attaques ciblées qui passent pas, qui sont bloquées, ou tout simplement des gens qui cliquent sur des pièces jointes et puis qui vont chiffrer un certain nombre de postes, et puis à ce moment-là, le créateur ou celui qui a diffusé le mail va essayer de récupérer de l'argent. Donc ça, c'est en permanence, mais au mois de février, début février, eh bien, ils ont été beaucoup plus loin. Ils sont rentrés dans le système d'information du CHU. Et c'est cette petite histoire dont je vais vous parler. Je ne vais pas rentrer dans la technique, parce que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est vous expliquer comment on a géré les impacts au niveau métier, c'est ce qui est intéressant. Et puis, finalement, les leçons que l'on a retenues de cette cyberattaque. Alors, ce qui est important à voir, c'est catastrophe sanitaire évitée. Oui, elle a été évitée, la catastrophe sanitaire. Pourquoi elle a été évitée? C'est parce que, avec l'aide notamment de l'ARS, on a mis en place un plan d'action qui continue, il y a encore beaucoup de travail, et qui nous a permis d'éviter cette catastrophe. Alors, une petite chronologie, savoir un petit peu comment ça s'est passé. Il s'avère que dans la nuit, dimanche 5 février vers 22h, on a un centre de sécurité opérationnelle qui a été mis en place courant 2021, qui surveille tout ce qui se passe sur les postes de travail et qui nous a alertés, qui a appelé l'astreinte informatique en disant ben voilà, on a un incident de haute priorité qui est suffisamment sérieux pour s'en occuper et sur un poste de travail. Donc à ce moment-là, les équipes sont intervenues, elles ont regardé, on a échangé. Effectivement, en regardant un petit peu sur le poste de travail par où c'était passé, on a vu que c'était passé par un accès d'un interne, un accès à distance d'un interne, et après, ça a continué jusqu'à un poste de travail. Les équipes, dans la nuit de dimanche à lundi, étant réduites, on a d'abord coupé la porte d'entrée, le compte de l'interne, on l'a bloqué, la porte d'entrée, le serveur qui était par lequel c'est passé, on n'avait pas trop confiance, donc on l'a désactivé, et finalement, au lieu de verrouiller la porte par laquelle il était passé, parce que comme on ne sait pas s'il avait la clé, finalement, on a muré directement. Et puis, on a désactivé le poste de travail et on n'a rien vu d'autre. Mais c'était le sommet de l'iceberg, finalement. Et le lendemain matin, on a décidé d'aller plus loin dans les investigations. Et puis c'est là où l'équipe système de la DSI a fait remonter que il y avait des nouveaux comptes qui avaient été créés, qu'il y avait des choses qui s'étaient passées sur un certain nombre de serveurs. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, finalement, ça a été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Et ça, c'est dès le lundi matin, le 6. Donc par rapport à ça,
on a directement activé une cellule de crise. Donc cellule de crise opérationnelle au sein de la DSI, où l'idée c'était d'aller plus loin, voir ce qui s'était passé, investiguer, et puis déclarer l'incident, faire appel justement à de l'aide extérieure, parce que c'était suffisamment sérieux pour étudier quelle était finalement la portée de la cyberattaque que l'on avait eue. À ce moment-là, on est dans l'incertitude. On ne sait pas s'il est toujours là, s'il y a d'autres portes qui sont ouvertes, s'il continue. On ne sait absolument pas. On a activé par la suite, quand on a vu que ça avait été assez loin, que c'était vraiment sérieux, qu'il y avait une prise de contrôle partielle de notre système d'information, on a activé une cellule de crise décisionnelle, c'est-à-dire en rassemblant la direction générale, les métiers, pour dire potentiellement, voilà, on va vers la catastrophe. Même le 7, on s'est posé des questions, on dit peut-être qu'on va être obligé de tout arrêter. Arrêter toute l'informatique. Peut-être même arrêter une partie des systèmes biomédicaux. C'est la question qu'on se posait, on ne savait pas. Et donc tout le long, on a mené des investigations qui ont duré de début février jusqu'à début mars. C'est 3 semaines d'investigation assez lourdes, avec plusieurs équipes qui ont travaillé sans relâche tous les jours pour voir jusqu'où ça avait été. La communication externe, grand public, finalement n'a pas eu lieu tout de suite. Elle y a eu lieu le 8, tout simplement parce que les jours avant, finalement, on avait peu d'informations. On ne savait pas jusqu'où la cyberattaque avait été. On ne savait même pas si des données avaient été exfiltrées. On ne savait même pas si des choses allaient tomber ou autre. On ne savait pas grand-chose, au bout du compte. Et finalement, une fois que les investigations étaient terminées, on avait l'ensemble des informations et on a défini un plan de remédiation pour tout corriger. Et puis, ce plan de remédiation, on est toujours dessus. Vraisemblablement, l'année prochaine, en début d'année prochaine, on finira les actions pour remédier à tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été fait par les intrus dans notre système d'information. La petite histoire, c'est que on avait prévu 2 choses au mois de février. Février, on lançait un projet où on changeait une partie de notre système de détection et on allait couvrir les serveurs. C'est peut-être un hasard. Ça s'est passé, ça a commencé au moment donné où on a lancé le projet. L'autre point, c'est que était prévu en début d'année de réaliser des exercices de crise. Dommage, on ne les avait pas réalisés. Donc ça nous aurait été utile. Alors de manière simplifiée, l'intrus, il a piraté un compte d'un interne, un accès à distance, et il avait un login et un mot de passe pour s'introduire dans notre système d'information. Donc il a été se connecter sur un serveur d'accès à distance. Bien entendu, on n'avait pas mis en place l'authentification forte, donc c'était relativement simple, c'était prévu, c'était pas fait, effectivement. Donc il a profité justement de cette faiblesse pour s'introduire sur le serveur. Ensuite, il s'est installé. Et effectivement, il s'est installé en récupérant d'abord un compte administrateur. Donc il était administrateur d'un certain nombre de serveurs, et il a commencé à installer un petit peu partout, notamment sur des serveurs qui n'étaient pas surveillés par notre centre de sécurité, c'était notre projet. Et il a installé un certain nombre d'outils, un petit peu partout, et commencé à fouiller partout. Et peut-être la chance qu'on a eue, c'est qu'il a voulu aller voir sur un PC. PC qui était surveillé, et c'est ce qui nous a donné notre alerte. Et puis derrière, il a pris le contrôle, finalement, d'une bonne partie de notre infrastructure. Ce contrôle lui permettait finalement d'accéder. Il était administrateur, il pouvait tout arrêter, il pouvait faire ce qu'il voulait sur notre système. C'est une partie seulement,
puisque c'est là où on est intervenu. C'est là où on lui a bloqué le chemin. L'attaque était en cours. Il s'installait, il commençait à prendre le contrôle. Donc on est intervenu, on a bloqué la patte, et il n'est pas repassé par ailleurs. On a vu des tentatives quand même qui pourraient nous laisser penser qu'il a essayé de repasser par d'autres endroits, mais ça a été bloqué. Alors on a pris des mesures quasi immédiates. D'abord, c'est s'isoler. Effectivement, comme on ne savait pas s'il passait par d'autres portes, on a isolé tout notre système d'information, on a coupé Internet. On a pris la décision assez rapidement, on s'isole, on coupe, comme ça s'il est dehors, il ne pourra pas rentrer. Alors, c'était une coupure totale et puis assez rapidement partielle, parce qu'il a fallu réouvrir un certain nombre de flux, parce que quand on a coupé, on ne savait pas vraiment quelles conséquences il y aurait sur notre activité. Et oui, et quand on coupe, à ce moment-là, il y a plein d'appels disant « Ah, mais au fait, il y a ça qui ne fonctionne plus. » Ah, d'accord, mais c'est quoi ça? Et on a découvert plein de choses. Donc il a fallu que les équipes réouvrent assez rapidement un certain nombre de systèmes après contrôle, notamment côté imagerie, par exemple. Et c'était une situation assez stressante pour savoir est-ce qu'on réouvre ou pas. Et c'est lors des cellules de crise où on décidait. On a activé quasi immédiatement, enfin dans les 2 jours, 2 cellules de crise, opérationnelles et décisionnelles. La cellule de crise opérationnelle était là pour gérer la crise au niveau système d'information, au niveau se protéger, investiguer, mettre en place des mesures de remédiation, voir les différentes conséquences. Et la cellule de crise décisionnelle était là pour gérer les impacts métiers. On a décidé, dans les cellules de crise, de maintenir les applications métiers. On ne savait pas s'il y avait eu des conséquences dessus. La décision a été prise, puisqu'on prend des décisions sans finalement savoir tout, on prend des décisions dans l'incertitude. On a décidé de maintenir les applications, pour maintenir l'activité. Et puis d'essayer d'isoler et surveiller un peu mieux le comportement des applications. Et on a mené des investigations pendant les 3 semaines. Comme je disais, scénario catastrophe a été envisagé dès le premier jour. On a levé le scénario catastrophe au bout de 3 semaines seulement. Scénario catastrophe, c'était une prise de contrôle de l'ensemble et une obligation d'arrêter l'ensemble du système d'information. Alors, voilà. Plan de remédiation, il est toujours en cours. C'est de nombreuses actions à mener au fur et à mesure. Et les équipes travaillent en permanence pour essayer de remédier. C'est très compliqué dans un système qu'on essaye de faire fonctionner, qui est toujours maintenu, de remédier à un certain nombre d'actions sans avoir d'impact sur l'activité. Impact avéré, c'est sur notre système d'information. Alors, ce qu'on appelle les domaines Active Directory, il y en a un certain nombre qui savent ce que c'est. En gros, c'est l'infrastructure Active Directory, c'est ce qui permet aux utilisateurs, aux équipements, de se connecter sur le réseau, d'accéder à un certain nombre d'applications. Et les serveurs qui gèrent ça, en gros, sont les maîtres des clés, c'est ce qui donne l'accès à un certain nombre de ressources. Au CHU, on a 3 domaines, dont 2 domaines historiques. Il y en avait un qui était compromis, complètement compromis. Quand on a un système qui est compromis, à ce niveau-là, on n'a plus confiance et on ne peut pas le réparer. En fait, il faut entièrement le reconstruire. Reconstruire un domaine comme ça, c'est à peu près 9 mois de travail. Il y avait une compromission d'un certain nombre de serveurs, de PC, il faut les reconstruire aussi. Les autres domaines, ils étaient en train d'être compromis. C'est là où on l'a bloqué. Beaucoup de portes d'entrée, des outils de prise de main à distance, des outils pour ouvrir des nouvelles portes ont été installés un petit peu partout. Des moyens pour désactiver un certain nombre de systèmes de protection. Ça commençait, effectivement. Alors, pas de bol,
pendant la crise, on a eu des plateformes de sécurité finalement qui n'ont pas pu prendre le relais, qui étaient hors service ensuite, notamment les accès à distance au niveau sécurisé, et tout ce qui était filtrage vers Internet. Alors c'était plutôt embêtant d'avoir des plateformes de sécurité en même temps. Alors c'est indépendant en plus, mais c'est tombé en même temps. Ce qui nous a rassurés, c'est qu'on n'a pas vu de vol de données. Ça a été extrêmement étudié. Il n'y a pas eu de vol de données et également, il n'y a pas eu de rebond vers des partenaires. Comme le CHU est interconnecté avec beaucoup de systèmes, effectivement, aucun rebond sur des partenaires. Si l'attaque avait réussi, c'est-à-dire si on n'avait pas vu, si on n'avait pas détecté, si on n'avait pas réagi, si on n'avait pas investigué suffisamment sur ce qui s'était passé, si on n'avait pas remédié immédiatement. Et tous les si, en fait, c'est parce qu'on a mis en place des mesures au fur et à mesure depuis 2020-2021. C'est-à-dire le si, il n'existe plus pour la détection parce qu'on a mis en place des mesures de détection. Si on n'était pas intervenu, mais on a mis en place des procédures de gestion des incidents, etc., etc. Si on n'avait pas fait tout ce travail-là, qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait pris le contrôle de l'ensemble de nos systèmes d'information. Il aurait désactivé absolument tous les droits de nos administrateurs. Il aurait supprimé les protections. Il avait commencé à faire en sorte qu'un certain nombre de protections standards, antivirus ou autres, soient désactivées. Donc il les aurait désinstallées. Il aurait ouvert des nouvelles portes pour entrer ou sortir, surtout pour sortir. Il aurait potentiellement exfiltré des données. Alors on n'avait pas de preuves comme quoi c'était un des objectifs. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment donné où on est à ce niveau d'attaque, exfiltrer des données, c'est relativement facile. Et les données, ça se revend très bien sur le dark web. Et c'est éteint. Ah, voilà. Là, il est encore là. Et ça, par contre, c'est sûr, il aurait déployé le rançongiciel, parce que c'est une des méthodes justement utilisées par le groupe de cyberattaquants qui nous a attaqués. Donc, potentiellement des données exfiltrées, et tous nos systèmes en rade, finis, et notamment une partie du biomédical. C'est là où on aurait eu une crise majeure, et c'est ce qu'on a évité. Ça va arriver. Vous avez la petite histoire, comment ça s'est passé. Ce qui est important, ce sont les impacts. Finalement, les impacts, c'est pas la cyberattaque qui a entraîné le plus d'impact, c'est ce que nous, on a fait pour éviter la catastrophe. Comme je disais, les applications métiers ont été maintenues. Ça a été un bon choix, parce qu'on n'a pas été obligé de rerouter l'activité sur d'autres établissements. On n'a rien annulé, on a continué à travailler à peu près normalement. Par contre, le fait de s'être isolé, le fait d'avoir tout coupé, on a eu une forte désorganisation au niveau de l'activité de soins. Et ça a eu un impact, finalement, sur la qualité de soins, sur la prise en charge de nos patients. Alors pourquoi ? D'une part, l'accès à distance. On a beaucoup de médecins qui sont en astreinte. Eh bien là, ils ne pouvaient plus se connecter à distance. Et il a fallu réorganiser toute l'activité pour, justement, comme vous voyez, faire des prescriptions, visualiser des images, etc. Il a fallu entièrement se réorganiser. On était isolés pour se connecter sur des images qui étaient chez des partenaires, mais aussi les professionnels de santé pour se connecter sur des systèmes qui sont en interne. Donc ça a eu un impact assez lourd et qui a duré.
On a été obligé de fournir, de trouver, paramétrer et fournir beaucoup d'ordinateurs portables et sur un nouveau système d'accès à distance qui a été prêté d'ailleurs par un de nos partenaires, qui a été installé assez rapidement, et fournir des ordinateurs portables paramétrés d'une certaine manière, justement pour gérer les astreintes et les accès à distance. Il y a eu un gros travail en cellule de crise décisionnelle avec le directeur médical de crise, la direction des affaires médicales, pour prioriser, parce qu'on ne pouvait pas tout gérer, tous les accès, et tout fournir en même temps. Donc il a fallu prioriser sur les différentes activités, et ça a duré sur plusieurs mois. Il y a eu une reprise progressive, finalement, jusque sur des ordinateurs du CHU à partir du mois de mai seulement. Vous voyez, l'attaque au mois de février, mois de mai, on a un retour à la normale, à peu près. Pendant tout ce temps-là, c'est une désorganisation, c'est une activité qu'il a fallu réorganiser avec des difficultés. On a rajouté directement l'authentification forte sur les nouveaux ordinateurs, sur les nouveaux accès, et ça a posé un certain nombre de problèmes, effectivement, parce que les gens, ils n'étaient pas préparés à ça. Et il a fallu expliquer, ils devaient utiliser leur téléphone portable personnel en installant une application dessus, etc. Et ça a été compliqué. Quand on met en place ce type de système, on accompagne les gens. Mais là, on n'a pas accompagné, enfin, on a essayé d'accompagner, mais dans l'urgence. Ça marche toujours pas. Alors, il y a beaucoup de Mac chez les professionnels, chez eux, ça marchait pas avec. Donc il a fallu redistribuer des ordinateurs Windows pour qu'ils puissent faire des astreintes. Et puis finalement, on a pris beaucoup de retard sur la mise en place des systèmes, des ordinateurs. Et donc vous voyez, là aujourd'hui, on a plutôt un retour à la normale avec des astreintes et des accès à distance qui fonctionnent. Internet. Blocage initial complet, effectivement, radiologie à distance, il n'y en avait plus. Plus de messagerie, effectivement, on ne recevait plus de messages depuis l'extérieur, et comme notre messagerie est dans le cloud, forcément, on ne pouvait plus y accéder. Aucun site accessible. On a été bloqué, alors dès qu'il y a eu l'alerte, comme quoi il y avait une cyberattaque, toutes les administrations ou autres nous ont blacklistés, et non, on ne veut plus vous voir. Alors quand on est blacklisté, pour revenir en arrière, c'est la croix et la bannière, parce qu'il faut passer par plein d'étapes, essayer de convaincre plein de gens, et à chaque fois, mais vous êtes sûr? Voilà. Donc ça a pris de nombreux mois à pouvoir réouvrir un certain nombre d'accès. Et bien entendu, comme on a pas mal de zones sans 4G au sein de l'hôpital, les gens ne pouvaient pas utiliser leur téléphone. Répercussions immédiates au niveau médical, les sites à distance, au niveau pharmacie par exemple. Quelque chose qui est tout simple, le Vidal aujourd'hui. Le Vidal, il est sur Internet, on n'a plus le Vidal papier, donc il ne pouvait plus consulter le Vidal. Déclaration de décès également, on ne pouvait plus en faire. Tout ce qui est recherche sur Internet, parce que c'est très utilisé, et notamment toutes les applications qu'on avait dans le cloud. Donc il a fallu mettre en place, comme je le disais, on avait une plateforme de filtrage qu'on voulait réouvrir de manière renforcée, qui est tombée en panne. Donc on n'avait plus de système de filtrage. Il a fallu en mettre un en place, mais le temps que ce soit livré, ça a duré. On a fait des ouvertures sur demande. Ce qu'il faut voir, c'est plus de 1500 sites qui étaient demandés, contrôlés par les équipes de la DSI, avec une règle spécifique pour que les gens puissent aller dessus. C'est un travail énorme. On a une politique aujourd'hui qui est en train de s'améliorer à partir du moment donné où on a mis en place les nouvelles plateformes qui sont arrivées il y a quelques mois seulement pour filtrer les accès Internet.
Donc il y a encore des axes d'amélioration, puisque jusqu'à présent, les gens n'avaient plus accès à YouTube. Alors c'est très utilisé pourtant. C'est fin juin où on a eu un retour à peu près à la normale des accès Internet. Donc février à juin, où les gens ont dû se passer en grande partie d'Internet. Aujourd'hui, il y a quelques restrictions, mais on travaille dessus. Le télétravail, donc il n'y a pas que le corps médical, il y a beaucoup de télétravail, ça a été stoppé immédiatement. Les gens ne pouvaient plus les télétravailler, donc c'était un retour au bureau. Ça a été repris seulement avec du matériel qui a été préparé spécifiquement pour le télétravail. Les gens ne pouvaient plus utiliser leurs propres équipements. Reprise normale, on a eu une reprise normale après les accès Internet. Et si ça avait réussi, finalement, on aurait pu accéder à des dossiers médicaux, on aurait eu une absence quasi totale des résultats de biologie et d'imagerie, parce que comment c'est architecturé et vu la cyberattaque, ces systèmes ont été attaqués. On aurait eu une désorganisation complète de l'activité, retour papier-stylo, ce qui n'est pas super pratique, et fermeture des activités de l'hôpital. Recours aux autres établissements, on en parlait juste avant, le directeur général de l'ARS en parlait, on n'a pas de possibilité de recours à d'autres hôpitaux, nous. Le premier recours, il a 11 heures d'avion. Est-ce que c'est possible à La Réunion? Non. C'est pour ça qu'il y a une activité importante pour remédier et éviter ce type de crise. C'est pour ça que, justement, avec le soutien de l'ARS, avec le GCS-TESIS, on essaye de travailler pour éviter ce type d'événement et passer sur une crise majeure. Alors on a eu un certain nombre d'enseignements, des points positifs, ce qu'on a mis en place sur les premières années, détection rapide, une gestion de crise, on a su gérer la crise pour éviter le pire, et puis gérer les impacts par la suite, une implication globale des équipes. Alors implication des équipes des DSI, implication des métiers. Les métiers étaient présents systématiquement à toutes les cellules de crise. Implication des directions pour prendre des décisions sur comment on allait s'organiser. On avait réalisé un certain nombre d'investissements qui finalement ont payé. Et on avait commencé à faire de la prévention, ce qui a permis de mieux réagir. Les points négatifs, c'est que nos décisions ont eu des répercussions médicales. Gros point négatif, c'est la communication. C'est le point sur lequel on n'a pas été très bon. C'est la communication aussi bien en interne que vis-à-vis de l'extérieur, de nos partenaires. Au départ, on avait dans les cellules de crise, on n'avait personne de la communication. C'est ce qui nous a finalement posé le plus de problèmes, c'est la communication. Connaissant nos systèmes d'information, comme je disais, à un moment donné, on décide de tout couper, mais on ne sait pas quels sont les impacts. On avait en fait une connaissance partielle. Et on n'avait pas les éléments à disposition à ce moment-là de dire on coupe, quel service on n'aura plus. Je reviens en arrière, c'est important. Un certain nombre de projets sécurité qui étaient prévus, qui n'ont pas été mis en œuvre à cause de charges de travail, à cause de priorisation, ce qui font que si ça avait été mis en œuvre, finalement, j'aurais pas fait de rétex. Donc, le premier point, c'est mieux connaître son système d'information. Ça, c'est une chose importante avec des cartographies. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où on prend des décisions sur notre système d'information, de couper telle ou telle chose, que tel système est attaqué, on connaît directement quelles sont les conséquences et les implications au niveau des métiers. Si on ne le sait pas, on n'arrive pas à anticiper les impacts au niveau métier.
Notamment, le fait, là, on a découvert dans ce qu'on appelle le Shadow IT, en fait, sont des systèmes qui ont été mis en place par des métiers que même les DSI n'étaient pas au courant. Et bien entendu, ces systèmes étaient mis en place dans le cloud, qui étaient utilisés dans le cadre des soins, et tout de suite un appel, ça ne fonctionne pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est une nécessité, cette cartographie, et c'est quelque chose, c'est la première action à mener pour gérer ce type de crise, c'est d'avoir une cartographie complète, exhaustive, aussi bien technique que métier. Ça permet justement de gérer les conséquences de nos décisions. Améliorer la communication. J'ai encore du temps ? Ouais. Donc améliorer la communication, ça a été très insuffisant au départ. Il faut une communication qui soit adaptée pour le personnel. Et justement, la communication au personnel, il aurait fallu que tous les jours, on puisse communiquer au personnel sur l'état d'avancée. Beaucoup de questions et beaucoup d'énervement parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait. À nos partenaires grand public, on a un peu communiqué, parfois en retard, justement pour qu'eux, ils puissent se protéger au cas où. Puis à nos tutelles, il faut mieux communiquer à nos tutelles. Alors on a déclaré assez vite, mais il faudrait peut-être qu'on communique un peu mieux à nos tutelles alors, on a à un moment donné, on a communiqué, on nous a proposé de l'aide, etc. Justement, peut-être que nous, on aurait dû être proactifs là-dessus. Derrière, c'est surtout dans la communication, c'est expliquer aux gens quelles répercussions il y a sur leur métier des décisions qui sont prises. Et donc, une des actions qui a été prise en cours de route, c'est d'impliquer des experts de la communication. Fermer les portes à clé, bon, ça, on est en train de les découvrir au fur et à mesure, on est en train de les fermer. L'idée, là, c'est de mieux se protéger aujourd'hui, découvrir toutes les portes, parce qu'il y en a encore un certain nombre qui sont ouvertes. Donc, c'est s'assurer qu'aujourd'hui, on ait confiance dans rien ce qui rentre, mais même en interne. Ce qu'il faut, c'est s'assurer, c'est tous les équipements, les gens qui se connectent même en interne. Au bout du compte, il faut se dire, on n'a pas confiance. Et il faut que les gens montrent patte blanche quand ils se connectent pour accéder à vraiment les systèmes et les données qu'ils sont en droit d'utiliser. Et derrière, c'est anticiper. Alors on avait anticipé avec les DSI, préparer de la gestion d'incidents, etc. Mais pas de l'établissement. Comme je disais, l'exercice de crise, ça n'avait pas été réalisé. Et donc, depuis, on a fait 2 exercices de crise donc, sur l'année. Et l'idée, c'est de mieux se préparer la prochaine fois. Parce qu'on a en tête qu'il y aura une prochaine fois. Il faut former les gens, exercer en permanence, développer une culture du réflexe. Il faut que les gens, à un moment donné, réfléchissent plus, ils sachent ce qu'ils doivent faire quand il y a tel ou tel type d'événement. Se préparer quand même au retour au stylo au papier. Donc ça, c'est le après. Il faut se protéger, il faut réagir, mais il faut se préparer à la suite. Et notamment préparer ce que j'appelle une crash box, c'est comment on reconstruit très vite un système d'information si on doit l'arrêter et le mettre de côté. Ça, il faut travailler vraiment sur la partie résilience et la continuité d'activité. Continuité d'activité, on en parle. C'est un sujet très fort au sein de l'ARS, la continuité d'activité de nos systèmes, mais aussi de nos métiers. C'est la construction d'un plan de continuité d'activité, effectivement, en cas de crise cyber, mais pas que. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas que des cyberattaques, on a des incidents informatiques majeurs qui peuvent avoir les mêmes conséquences, et il y en a plus que des cyberattaques qui passent. Il peut y avoir des défaillances d'un certain nombre d'activités support. Par exemple, on peut avoir la blanchisserie qui s'arrête, pour une raison purement technique. Comment on gère derrière l'activité? Indisponibilité d'équipements, de locaux, destruction d'un bâtiment, etc. C'est-à-dire que la partie continuité d'activité, il ne faut pas le voir dans le seul scope d'une cyberattaque.
On le fait, effectivement, mais il faut l'ouvrir vers d'autres systèmes. Donc là, j'ai fait un petit tour. Je pense qu'on a 1 ou 2 minutes pour les questions. À 10 minutes, c'est bien. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif. Maintenant, je vous laisse poser vos questions, si vous le souhaitez, sur ce qui s'est passé, sur approfondir les impacts. Merci Stéphane. Donc on a 2 micros qu'on va passer aux personnes qui souhaitent poser des questions. Donc faites-nous signe. Première question ici. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation très claire. Il n'y a pas que les hôpitaux qui sont vitaux pour la Réunion. Est-ce que vous prévoyez d'expliquer plus concrètement, avec des détails plus techniques, ce qui s'est passé pour les autres activités, les autres secteurs? On pense au Grand Port Maritime par exemple, où je pense qu'il y a plein d'autres secteurs critiques. D'avoir un rétex plus technique et plus concret pour que les autres acteurs puissent se préparer. Alors, on n'a pas prévu de faire de rétex technique, parce qu'on a un plan de remédiation, donc il y a un certain nombre de choses, on ne va pas rentrer dans le détail. Par contre, effectivement, ça peut se faire en aparté, des échanges avec des RSSI autres venant d'autres activités. Effectivement, ce ne sera pas fait au niveau grand public, mais on peut prévoir des choses, des échanges. De toute façon, c'est important d'échanger là-dessus. Alors, on m'indique que vous pouvez vous lever quand vous posez votre question, comme ça on vous voit et tout le monde sait qui c'est. Oui, bonjour à toutes, Léo. On a vu cette semaine, mais déjà merci encore une fois pour cette présentation claire. On a vu cette semaine justement se multiplier les rencontres autour du numérique. En particulier, il y a eu 4 journées sur 5 cette semaine autour de cette question-là, mais je reviendrai très rapidement à ma question. Effectivement, il y a eu 2 jours NEC 974 numérique en commun à Moka pendant 2 jours. Le président est là aujourd'hui, donc l'idée c'est d'échanger aussi avec lui, monsieur Daniel Montbrive. Mais il y a également l'installation en début de semaine à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis de l'Observatoire de la cybersécurité océan Indien. Le président il est également, donc l'idée c'est de pouvoir échanger avec lui, Shafik Mohamed. Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'effectivement, tous ont un prisme différent. Je comprends bien cette question de cybersécurité au sens très très large. Mais néanmoins, la santé, c'est quand même la moindre des choses. Quand on n'est pas en bonne santé, comme on dit ici à La Réunion, goni vide, c'est pas de bout, mais vide aussi alimentaire, mais aussi vide aussi au niveau de la santé, au niveau des pathologies. Comment, justement, travailler, non pas en écosystème, tout simplement en vase clos, en fonction de ce que je viens de dire, mais comment avez-vous prévu de travailler justement avec tous ces autres partenaires autour de la cybersécurité pour justement créer ce fameux écosystème qui n'existe pas et pour pouvoir justement aussi mettre en synergie tout ce qui était fait pour éviter ce genre en tout cas, ce genre de risque majeur ici à La Réunion en particulier par rapport à l'isolement. Merci. Bonne question. Alors, au niveau du CHU, même de manière plus large au niveau du GHT, nous, on n'est pas forcément l'organisme qui va essayer de fédérer autour de la cybersécurité ou autre. On a déjà pas mal de travail avec nos systèmes. Alors, il y a un premier travail dans le monde de la santé grâce au GCST10, donc où on va réunir tous les différents acteurs sanitaires et médico-sociaux, et c'est un point d'entrée. Et nous, on participe dans ce cadre-là. Après, effectivement, il y a d'autres initiatives sur lesquelles on peut participer, parce qu'il faut vraiment échanger. L'écosystème réunionnais, on a beaucoup de systèmes qui sont imbriqués. Nous, on est dépendant d'EDF. Sans EDF qui a un problème, et puis d'électricité. Alors, on aura de l'électricité parce qu'on a des centrales électriques, mais EDF qui a un problème, on ne peut plus être approvisionné en carburant, on n'a plus d'électricité, on aura des problèmes. Donc, je pense, honnêtement, c'est autour. Nous, on a un travail qui est en cours, c'est
plus long que ce qu'on pensait sur la continuité d'activité. Mais nous, c'est d'aller contacter les différents partenaires avec lesquels on travaille et où on est dépendant d'eux. Donc, il y a sur des aspects logistiques, il y a beaucoup d'entreprises. Les établissements de santé dépendent de beaucoup d'entreprises réunionnaises pour pouvoir fonctionner. Et là, nous, il va falloir qu'on travaille avec eux pour mettre en place un certain nombre de mécanismes afin de nous assurer que leur système fonctionne et qu'on puisse, nous, continuer à être approvisionnés en énergie, en gaz, en équipement, en services ou autre. Mais sinon, après, participer à un certain nombre d'organisations, c'est du temps, attention. Donc, il faut le faire, mais on ne peut pas faire que ça. Stéphane, si tu me permets, je vais apporter un complément de réponse. Bonjour, Jamil Vaïd de RSSI au sein de l'Agence régionale de santé. Juste pour compléter la réponse, parce que la réponse est beaucoup plus large que la simple question au CHU. L'Agence régionale de santé agit au niveau régional, à ce niveau, au niveau de la résilience des établissements de santé. Nous avons réalisé, et d'ici la fin de l'année, l'ensemble des établissements de santé auront réalisé des exercices de crise, de simulation de crise, notamment pour les préparer à ce type de situation. On fédère les acteurs au niveau régional, notamment au travers de Thésis. Vous avez vu la vidéo de Jamy, qui est une composante d'un écosystème de sensibilisation, d'un label de cybersécurité Nouveille, qui est porté par les acteurs avec le soutien de l'ARS de La Réunion, bien entendu. Et ça vient compléter un certain nombre de mesures, puisqu'on alimente aussi les réflexions nationales qui vont être déclinées au cours de la fin d'année 2023 et surtout au cours de 2024, et qui viendront appuyer prioritairement les établissements de santé, sur des programmes permettant de financer des actions de cybersécurité, des actions de sensibilisation, sur les priorités en tout cas, aussi bien publiques que privées d'ailleurs, il faut insister dessus, puisque c'est un écosystème étroitement lié, notamment sur des régions comme La Réunion. Enfin, on travaille avec tout cet écosystème au sein d'une commission régionale de cybersécurité qui est là aussi portée par Thésis à la demande de l'ARS pour promouvoir des projets aussi bien organisationnels qu'opérationnels pour permettre justement de prévenir mais aussi d'accompagner les crises. Voilà. Très rapidement, je ne m'étendrai pas plus, mais on peut en parler à part. Bonjour, merci beaucoup Léo de nous avoir parlé un peu de l'ECOI. Moi j'ai quelques questions pour monsieur le RSSI. Je voulais savoir, alors quels sont les changements? Est-ce que vous avez constaté des changements justement après la cyberattaque sur le plan humain? Notamment vous avez parlé tout à l'heure de la problématique liée au Shadow IT. Est-ce qu'il y a eu des changements justement sur ce plan-là? Autre élément assez intéressant je ne sais pas si vous avez pu quantifier le coût de cette cyberattaque. Quel est le coût? Est-ce que vous avez pu quantifier par rapport aux moyens que vous avez mis en œuvre et qu'il faut saluer, hein, quel est le coût? Et une dernière alors M. Cotelon est parti. Une petite question sur... M. Cotelon parlait tout à l'heure de la possibilité d'accueillir donc des patients de l'île Maurice à La Réunion, a priori. Est-ce que de l'autre côté, l'autre sens, c'est possible également? Est-ce qu'il y a un plan justement de secours pour pouvoir évacuer justement des malades sur l'île Maurice? Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des comportements qui ont changé en interne? Oui, il y en a eu un certain nombre, parce que comme maintenant tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, maintenant ils demandent, ils disent « Ah, est-ce que ce serait possible d'avoir ça ?» Donc ça permet, et puis il y a une vraie compréhension derrière, parce qu'il y a eu depuis on a beaucoup échangé en interne, et donc ils comprennent les problématiques, ils comprennent qu'on n'est pas là pour les embêter, et donc il y a plus d'interaction et de demandes en disant j'aurais besoin de ça, et donc impliquer la sécurité en amont d'un certain nombre de projets, etc. Donc oui, il y a quand même un impact. Mais après, le changement, il est difficile aussi. Le coût, oui, on a évalué un coût, effectivement, notamment pour les assurances. Le coût, il est relativement faible par rapport à des coûts des établissements en métropole où l'attaque avait été bloquée, elle a été beaucoup plus loin. Nous, ce sont d'abord des coûts d'investissement,
d'investigation, les coûts d'investigation qui montent à seulement 25 000 euros. Enfin, seulement, c'est pas rien non plus. Sont des coûts, bon là, j'ai pas les chiffres, mais concernant les heures supplémentaires. Donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'heures supplémentaires à payer. Et puis des plateformes. Alors, on a eu la chance d'avoir des plateformes qui ont été prêtées, donc ça c'était bien. Et puis des plateformes qui ont été mises en place en plus, en urgence, en sachant qu'il était prévu de les mettre en place. Donc c'est pas un investissement supplémentaire, c'est un investissement qui a pris de l'avance, on va dire. Donc c'est des investissements sur des plateformes, il y en a pour environ 400 000 euros. Et voilà. Concernant la dernière question, alors je crois qu'on n'a pas le temps malheureusement. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de, je crois pas qu'il y a la possibilité d'envoyer nos patients à l'île Maurice. C'est pas prévu. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour ce retour d'expérience. Je pense qu'on peut applaudir. Merci Stéphane, merci à tous pour votre attention. Maintenant, avant la prochaine conférence aussi passionnante, comment soigner sans le numérique, je vous invite à une courte pause d'une dizaine de minutes. Donc vous pouvez aller vous sustenter et puis passer un petit coup d'œil aux stands qui sont sur place. Voilà. Quand vous entendez le jingle, vous pouvez revenir. Innov.